Comment vous sentez-vous et êtes-vous réellement en bonne santé mentale? Après la question de la nutrition ou encore du sommeil il y a quelques mois, on se penche aujourd'hui sur un sujet tout aussi important. Et pour en parler, j'ai rencontré une psychiatre, Astrid Chevance, avec qui on a beaucoup parlé de la question de la dépression, mais pas que. L'objectif avec cet échange étant de mieux répondre à vos questions sur les sujets de troubles de santé mentale ou encore les maladies mentales. Allez, je vous laisse donc avec notre échange. Bonjour Astrid Chevance. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes psychiatre, vous êtes maître de conférences en santé publique à l'université Paris-Cité et vous êtes aussi une spécialiste reconnue de la dépression. Aujourd'hui, je pense qu'une partie importante de la population, mais aussi peut-être beaucoup de jeunes, se posent des questions concernant la santé mentale. C'est un terme qui est beaucoup revenu ces dernières années, avec plein de questions, plein d'interrogations qu'on peut avoir pour soi ou pour la société d'ailleurs dans son ensemble. On va donc évoquer tout ça. On va parler évidemment de la question de la dépression parce que c'est votre domaine de spécialité, mais on va essayer de poser toutes les questions que des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs peut-être peuvent se poser sur tous ces sujets-là, en essayant de faire en sorte que ce soit une forme d'introduction. Pour commencer déjà, une question qui peut paraître assez simple, mais ces dernières années donc, on parle de plus en plus de santé mentale. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot de santé mentale ? C'est une question très importante puisque justement, quand on définit mal les termes, après, c'est des sources de quiproquos infinies. Donc, le terme de santé mentale, c'est un terme qui émerge assez tard dans l'histoire. Ça émerge à la fin du 19e, début du 20e siècle. Ce qui est intéressant, c'est que dans le terme santé mentale, il y a le terme de santé. Donc, c'est une définition positive des choses et pas une définition par la maladie. Et classiquement, on se réfère à la définition de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, dont on a tous un peu entendu parler pendant le Covid. Et donc, l'Organisation mondiale de la santé définit la santé, et pas la santé mentale, comme pas seulement l'absence de maladie, mais un état physique, mental et social qui permet à l'individu de se réaliser avec des précisions sur se réaliser, c'est pouvoir participer à la vie de sa communauté par le travail, par la contribution à la vie collective. Et la santé mentale, elle fait partie de la santé, elle fait partie intégrante. Et c'est donc la vie psychique de l'être humain dans sa capacité à réfléchir sur lui-même, à être en interaction avec les autres, à se comporter en société, etc. Donc, ce qui est intéressant, à mon avis, à retenir là-dedans, c'est que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est un état qui prend en compte toute la personne, pas seulement un individu, mais son intégration dans son groupe social, et qui lui permettent de s'épanouir. Mais avant de poursuivre l'interview, un mot concernant le partenaire du jour, Trade Republic, qui organise un jeu concours à l'occasion des fêtes de fin d'année. Trade Republic, c'est une banque 100% en ligne qui vous met à disposition des outils simples pour vous permettre d'investir facilement grâce à son application. On le sait, avec les fêtes de fin d'année, décembre se distingue comme étant le mois où les Français dépensent le plus. Par exemple, en décembre 2024, les dépenses des ménages étaient 16,9% plus élevées que sur les autres mois de l'année, selon une étude de l'INSEE. Et pourtant, les Français s'inquiètent de plus en plus du coût des fêtes. 45% d'entre eux se disent pessimistes quant à l'impact de la hausse des prix sur leur organisation de Noël, entre la nourriture ou encore les cadeaux. Résultat, près d'un quart des foyers prévoient de réduire leur budget. Dans ce contexte, Trade Republic propose une idée de cadeau qui dure dans le temps. Du 1er décembre 2025 au 6 janvier 2026, chaque nouvelle inscription réussie chez Trade Republic permet de recevoir un cadeau sous la forme de bonus en action pouvant atteindre 500 €. Pour participer, il vous suffit de télécharger l'application Trade Republic grâce au lien en description ou au QR code qui s'affiche à l'écran, de créer votre compte et vous découvrirez votre cadeau. Le bonus vous sera immédiatement attribué et vous devrez remplir les conditions pour le conserver. Celle-ci s'affiche à l'écran. Et c'est vrai qu'on parle de santé physique souvent, on parle de santé mentale du coup ici aussi. Comment est-ce qu'on peut savoir si notre santé mentale est bonne en quelque sorte ? Comment est-ce que... c'est vrai que la santé physique peut paraître parfois plus évident. Qu'est-ce que vous évoquez régulièrement quand on parle de la question de est-ce que moi je suis entre guillemets en bonne santé mentale ? Effectivement, la question de la santé, la bonne santé ou de la vie bonne, qui était une question philosophique antique, c'est des questions qui sont très difficiles à résoudre d'un point de vue philosophique. C'est toujours très difficile à définir le positif. En tout cas, savoir si on est en bonne santé mentale, chaque personne est la mieux placée, il me semble, pour pouvoir y répondre. Et après, on essaye, nous, en tant que chercheurs de santé publique, de construire des indicateurs qui vont essayer de mesurer si la population est en bonne santé mentale ou non. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux sur qu'est-ce qu'on va utiliser comme mesure de la bonne santé mentale. Ensuite, c'est plutôt, contrairement à la maladie où là, il y a des définitions très précises de ce que c'est que le diabète, de ce que c'est que l'hypertension, etc. Et même de ce que c'est que la dépression, finalement, ou la schizophrénie. Eh bien, la bonne santé mentale, il y a des définitions qui sont, soit on appelle ça normatif, soit même idéal. Est-ce que c'est pas quelque chose vers lequel on tend ?
Et en fait, on n'est jamais vraiment en totale bonne santé, mais c'est quelque chose vers lequel on essaye d'aller. Vous voyez, donc ça, c'est des choses qui sont en mouvement, qui se discutent à la fois politiquement, philosophiquement, médicalement, et qui sont, à un moment donné de l'histoire, le fruit d'un compromis entre les populations, les dirigeants, les médecins, les psychologues, etc. Donc actuellement, la bonne santé mentale, c'est ce qui permet aux gens de vivre bien. Et donc ça, les gens sont mieux placés pour le savoir s'ils sont en bonne santé mentale ou pas. Le fait que on peut déceler un trouble psychiatrique ou une maladie quelle qu'elle soit chez quelqu'un, et que cette personne, dans le même temps, elle se sent en bonne santé. On va prendre un cas super basique que tout le monde comprend, l'hypertension artérielle. Donc la plupart des personnes, maintenant, on le décèle quand c'est des pressions artérielles qui sont basses au sens de non ressenties par les personnes. Les personnes ne savent pas qu'elles ont l'hypertension, c'est découvert par une mesure. Et après, on leur demande de prendre des médicaments alors qu'elles ne se sentent pas malades. Vous voyez ? Et dans les troubles psychiatriques, c'est souvent un peu comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on va déceler des signes cliniques. Les personnes peuvent ou non les ressentir et les percevoir comme étant problématiques ou non. Soit c'est le cas, et dans ce cas-là, en général, elles sont elles-mêmes en demande de traitement. Soit c'est pas le cas, et là, il y a tout un travail à faire pour expliquer que ce qu'elles vivent là, ou ce qu'elles attribuent, par exemple, à tel ou tel événement extérieur, en fait, c'est dû à une maladie psychique, et donc ça peut nécessiter un traitement. Et on va parler évidemment, parce que on parle de la dépression ou de la santé mentale plus largement, et on en parlait avant de commencer, ça peut s'évoquer et s'analyser à l'échelle d'un individu, comme on vient de le faire un peu à l'instant là, comme ça peut être fait à l'échelle de la société avec des tendances plus larges. C'est peut-être aussi une des questions que je voulais vous poser pour commencer là. Le terme de santé mentale est beaucoup plus présent, je sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup depuis la période du confinement, du premier confinement ou autre, mais il y a une forme de prise de parole de plus en plus importante sur ces sujets. Mais à quoi ressemble la santé mentale, en quelque sorte, des Français aujourd'hui ? Est-ce que on a des indicateurs d'évolution d'une façon ou d'une autre ? On va parler des jeunes tout à l'heure, parce qu'on sait qu'on a des chiffres assez alarmants sur la situation. Mais que disent aujourd'hui les études ou les chiffres sur cette tendance-là, si on peut dresser une cartographie de ça? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que quand on parle au niveau populationnel, les objectifs ne sont pas exactement les mêmes que quand on va chercher un trouble chez quelqu'un. Ça, c'est important à comprendre. Quand on va essayer de mesurer l'état de santé d'une population, c'est pour derrière, par exemple, développer ce qu'on appelle des politiques publiques. Est-ce qu'il faut mieux améliorer les soins ? Est-ce qu'il faut répartir les médecins différemment sur le territoire, etc. Donc, si on commence, par exemple, les chiffres du suicide, classiquement, en médecine, on s'intéresse à la mortalité. Historiquement, c'était l'indicateur le plus important. Donc, il y a un rapport qui est disponible pour tout le monde sur Internet de Santé publique France qui publie en mai 2025 les derniers chiffres du suicide et qui sont stables en réalité. Donc, le nombre de décès par suicide est super stable. C'est autour de 9000 décès par an par suicide. Après, il faut rentrer un peu dans ces chiffres pour voir qui meurt plus de suicide en France. C'est plutôt les hommes de plus de 45 ans qui décèdent par suicide. C'est-à-dire qu'en fait, parmi tous ceux qui ont fait des tentatives de suicide, c'est plutôt les hommes qui vont en mourir. Par contre, c'est vrai que les femmes entre 11 et 24 ans sont celles qui font le plus de tentatives de suicide. Et ça dit quelque chose d'important, je pense, sur cette classe d'âge-là et ce genre-là dans notre société actuellement. Ce qu'on sait aussi, c'est que le nombre d'hospitalisations a augmenté un peu aussi à partir du Covid. Alors là, il y a plusieurs interprétations possibles. Effectivement, il y a un peu plus de tentatives de suicide, mais c'est aussi les gens peut-être sont mieux sensibilisés, vont plus amener leurs proches ou leurs amis à l'hôpital au bon moment, ou les campagnes de suicide très importantes avec le 3114, qui est le numéro de prévention nationale du suicide. Voilà, il y a des choses qui ont été mises en place dans ces dernières années qui font que du coup, on prévient mieux en fait la mortalité des gestes suicidaires. On va regarder si au long cours ça permet de faire baisser ces chiffres de mortalité. Je vais juste poser une question aussi sur la question des causes, par exemple, de la dépression. Oui. On a, donc vous l'avez dit, c'est parfois très difficile pour un individu de dresser lui-même de façon objective, on va dire, les causes potentiellement de cet état-là et de cette dépression-là. Et vous l'avez dit, par exemple, la question de l'actualité ou de je ne sais quoi peut être un élément qui peut participer d'une façon ou d'une autre, mais est-ce que c'est forcément le seul élément ? Pas nécessairement. Lors de la période d'austérité en 2000, là je parle de la Grèce, donc c'est la période, si je dis pas de bêtises, de 2008 et dans les années qui ont suivi,
Plusieurs études avaient montré qu'il y avait eu, alors au-delà d'une situation économique assez désastreuse, une augmentation justement du nombre de suicides, du taux de suicide dans le pays, de la prise d'antidépresseurs aussi. On sentait une forme de lien très direct finalement entre ce qui se passait dans la société et en fait des conséquences directes chez les individus. Comment est-ce que vous percevez ça ? Alors, c'est pas qu'une question de perception de ma part, il y a des tonnes de sciences sur tout ça. Donc déjà, cette question du taux de suicide, c'est une question très ancienne pour la science. Enfin, Durkheim a fondé la sociologie en France à partir de cet exemple du suicide en disant « c'est bizarre, les taux de suicide sont quand même très stables. Comment on peut expliquer que chaque année, il y a le même contingent, c'est comme ça qu'il dit, qui décède par suicide ?» Après, ça a été repris par plein de sociologues, des épidémiologistes, etc. Ce qu'on sait effectivement, c'est que des événements sociétaux importants, les crises financières, les guerres, etc., ont évidemment un impact sur la santé mentale de tout le monde, et chez les plus vulnérables vont pouvoir déclencher des épisodes thymiques, ça veut dire des épisodes de maladie de l'humeur en l'occurrence, ou tout autre type de recours à des substances toxiques, on parle de l'alcool ou d'autres drogues, etc. Ça, on le sait très bien que les causes des troubles psychiques, notamment de tout ce qui est troubles de l'humeur, troubles anxieux, syndrome de stress post-traumatique, là il n'y a même pas besoin de faire un dessin, troubles des substances, de l'usage des substances, pareil, sont fortement associés à des événements de vie compliqués, des décès, des divorces, mais aussi des mariages, sont aussi associés à des difficultés socio-économiques, et donc il y a des déterminants socio-économiques qui pèsent lourd en fait dans ces maladies-là. Et donc l'idée, c'est si on veut développer des politiques de prévention, parce que là on se place à un niveau sociétal, et quand on parle de cause de dépression, en réalité, on sait très rarement pour une personne donnée quelle est la cause de sa dépression ou de son trouble. Ce qu'on sait par contre, c'est répondre à ces questions des causes des maladies, comme pour les autres maladies, on sait y répondre à un niveau populationnel, parce que les études qu'on fait sont des études populationnelles. Et donc on sait qu'il y a des facteurs de risque, c'est comme ça s'appelle en épidémiologie, de développer des troubles psychiques quand on est par exemple une femme qui élève des enfants seuls, ou qu'on a eu de la maltraitance dans l'enfance. Enfin ça, ce sont des phénomènes vraiment sociétaux. Plusieurs études montrent que les troubles psychiatriques et de santé mentale les plus fréquents en France, parmi eux, on retrouve les troubles du sommeil, l'anxiété et la dépression. C'est souvent des troubles qui reviennent souvent. Est-ce que vous pouvez peut-être les définir ? Parce que je pense notamment, alors troubles du sommeil, je pense que assez facilement on peut le visualiser, et quoique il doit y avoir plein de nuances, mais l'anxiété et la dépression, ça fait partie de ces termes. Anxiété, dépression, déprime. C'est un peu des mots qui peuvent être parfois un peu fourre-tout, qu'on peut utiliser sans forcément savoir dans quelle mesure est-ce qu'ils s'appliquent à nous d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ces mots-là ? C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une partie du langage psychiatrique, donc, qui est censé être un langage technique, qui est passé dans le langage courant. Et donc, il y a un effet de dilution, de banalisation des maladies qu'elles décrivent initialement. Donc, déprime, c'est pas un mot médical. Donc nous, déjà, on dit quelqu'un on dit un patient déprimé, un trouble dépressif. Parfois, on utilise le raccourci de dépression, mais en fait, on appelle ça un épisode dépressif caractérisé ou un trouble dépressif majeur, etc. Il faut, et c'est une convention qui a pour vocation d'être rediscutée, mais comme toutes les maladies. Il faut savoir qu'avec le progrès médical, les besoins des populations, la classification des maladies évolue. Donc pour la dépression actuellement, il faut en fait présenter depuis plus de 15 jours un état dans lequel on présente une humeur qu'on dit basse. Donc ça peut être de la tristesse, mais ça peut être de l'irritabilité ou une forme de colère ou même parfois une anesthésie complète en fait émotionnelle, avec une perte d'envie, on appelle techniquement une adénonie. Ça veut dire que même sur les choses qu'on aimait faire avant, on a perdu le goût à faire les choses, qui se traduit du coup par une perte de motivation à faire les choses, qu'on n'a plus de plaisir à faire les choses, on n'a plus envie de les faire. Il y a souvent des troubles du sommeil. Le sommeil a changé. Soit les gens dorment beaucoup moins, avec un truc très typique, c'est se réveiller vers 3-4 heures du matin, broyer du noir et se rendormir épuisé à 7 heures du matin. Il peut y avoir des idées suicidaires, bien sûr, qui ne sont pas à banaliser. Il peut y avoir de pertes d'appétit. Ou au contraire une augmentation de l'appétit. Ça va dépendre des gens, c'est-à-dire que la dépression va s'exprimer différemment en fonction des personnes. Et aussi
et ça c'est très important, on n'en parle pas assez, des moindres capacités cognitives. Qu'est-ce que ça veut dire ? Des trous de mémoire, une difficulté à se concentrer, une difficulté à faire les choses, à planifier. On est perdu au sein de sa propre journée, on ne sait plus où on en est, on faisait quelque chose, on ne sait plus ce qu'on était en train de faire. Tout ce que je raconte là se rencontre dans la vie normale. Chez vous et moi, quand on est fatigué, on a évidemment une humeur qui fluctue en fonction de la période de vie dans laquelle on est, de la journée. Et ça, en fait, c'est normal. La fluctuation est normale. Ce qui n'est pas normal, et c'est ça qui se passe dans les troubles psychiques, c'est quand ça se fixe sur une seule modalité. Et donc, on est coincé dans un seul type de rapport au monde et aux autres. Et c'est là, en fait, où ça devient une maladie. Et une maladie au sens de ça empêche les gens de vivre leur vie. Et ça, les gens le disent très bien. Je peux plus bosser, je peux plus m'occuper de mes enfants, je vis plus. Et sur la question de la dépression, c'est vrai qu'en préparant notamment cette interview, en écoutant des témoignages, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que la façon dont la dépression s'exprime peut clairement différer selon les personnes. Et l'image, si je schématise vraiment, l'image qu'on a de quelqu'un dans un état dépressif, ça peut être effectivement, ou en dépression, ça peut être quelque chose qu'on peut visualiser, mais parfois c'est quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ça. Et on peut se dire, attends, mais j'imaginais pas que tel ou tel symptôme ou telle chose cachait une dépression derrière. C'est quelque chose aussi, j'imagine, que vous observez, le fait que on a eu l'image, on va dire, de la dépression, mais c'est parfois loin de la réalité de certains cas. Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai aussi pour beaucoup de maladies, l'image qu'on a des personnes qui ont un cancer, etc. En fait, on vit tous avec des espèces de stéréotypes, surtout. L'image de ce que c'est une femme, on vit avec des stéréotypes sociaux. Et donc, il y a un stéréotype social de la personne en dépression qu'on imagine sur son canapé, sans bouger, etc. Donc, ça va être le cas de certaines personnes. Mais en fait, beaucoup de personnes vont surcompenser ça, mais à un coût immense pour elles-mêmes. Et au contraire... continuer à travailler, en tout cas en début de maladie, lorsque c'est encore possible. Et puis il y a des dépressions qui sont, qu'on dit, agitées. En fait, ces dépressions, il y a une composante d'anxiété qui prédomine, et donc en fait, l'agitation de l'angoisse prend le dessus. Il y a des gens qui vont avoir plutôt des hypersomnies, ça va dormir trop plutôt que pas assez pendant la dépression. Donc ça dépend vraiment des gens. On peut pas dire que ça va être un seul symptôme. C'est pour ça on diagnostique pas une dépression sur un seul symptôme. En réalité, on diagnostique une dépression sur plusieurs symptômes et surtout sur ce qu'on appelle la rupture avec l'état antérieur. C'est-à-dire, la personne était comme ça et elle s'est complètement transformée au point où même les proches souvent disent « je ne la reconnais plus ». Et la personne peut aussi dire « je ne me reconnais plus ». Et ça, c'est ce qui se passe dans beaucoup de troubles psychiques, en fait. C'est cette espèce de transformation que la maladie impose à une personnalité au départ, à un caractère, qui n'est pas seulement quelque chose de purement individuel, mais qui va se manifester dans sa façon d'être avec les autres, avec ses proches. Voilà. C'est ça que c'est quelque chose où quand on parle des symptômes d'une dépression, et vous l'avez dit vous-même, on peut se reconnaître dans un certain nombre de ces symptômes assez rapidement ou facilement, parce qu'on a tous parfois du mal à s'endormir, on est tous parfois tristes, on est tous parfois dans telle ou telle chose. Je pense à ceux qui vont écouter cette interview, qui se diront potentiellement, mais moi, ce qu'elle vient de dire là, j'ai l'impression de cocher toutes les cases. Alors peut-être que dans certains cas, ça illustre quelque chose de plus sérieux, on va dire. Donc peut-être l'enjeu on va en parler après, mais des solutions de voir quelqu'un, etc. Mais j'imagine que là, du coup, pour passer de cette hypothèse à le fait de dresser un constat, c'est le fait de passer par un professionnel et de voir ce qu'il en est. En fait, on peut s'amuser à lire les manuels de psychiatrie. Et en fait, théoriquement, quand on va bien, on se reconnaît à chaque ligne. On dit « Ah, j'ai déjà été comme ça. Ouais. » Oui, mais j'ai déjà été comme ça une fois dans telle situation qui nécessitait que... Je veux dire, par exemple, si on prend la définition de la manie en psychiatrie, c'est l'inverse de la dépression. C'est un état d'exaltation totale où on perd le sommeil par l'excitation, on a des idées de grandeur, on se croit supérieur aux autres, on parle beaucoup, on mange peu, il peut y avoir même des conduites sexuelles un peu débridées. Bon, en fait, quand on est amoureux, on est tous maniaques, pardon, je parle anglais. Ouais. On est tous maniaques, ou du moins hypomanes, et c'est un état normal. C'est-à-dire qu'effectivement, les maladies psychiques prennent des possibilités du comportement humain et de la pensée humaine, mais en fait, elles les exagèrent, elles les amplifient. Si quand j'ai décrit les symptômes de la dépression, vous dites peut-être que je suis en dépression, oui, peut-être c'est le cas, mais est-ce que vraiment, tous les jours, pendant plus de 15 jours, vous n'avez eu envie à rien, du plaisir à rien, être réveillé, avoir des difficultés à s'endormir tous les jours, bien sûr, en l'absence d'un deuil dans l'année qui précède, parce qu'il y a aussi des manifestations dépressives qui sont en fait adaptées. C'est-à-dire qu'ils vont aider l'individu à se transformer et à réorienter sa vie. Donc,
on ne diagnostique pas quelqu'un en dépression dans un très proche d'un deuil, par exemple. Après, on peut avoir totalement une présentation de dépression, et en fait, c'est un stress post-traumatique parce que il y a cet événement qui a causé ça, et on peut très bien marquer un avant, un après par rapport à tel événement. Vous voyez ? Et ça, évidemment, on ne peut pas s'auto-diagnostiquer tout seul. Voilà, on ne le ferait pas pour d'autres maladies, donc on ne le fait pas pour les troubles psychiatriques non plus. Et est-ce qu'il y a un risque pour quelqu'un dans une situation de dépression d'avoir intériorisé ces symptômes? Je sais pas dans quel... Enfin, je sais pas ce que je veux dire. Typiquement sur la question de la tristesse, de dire bah non mais ça c'est mon état normal. Exactement. Donc je le classe pas comme la tristesse. Ouais. Donc ça c'est totalement vrai pour la dépression, mais pour la plupart des troubles psychiques. C'est-à-dire qu'en fait, comme la maladie mentale est une maladie de la pensée, de l'émotion, de la perception des choses, de soi, des autres et du monde, en fait, c'est quelque chose auquel on adhère complètement. C'est extrêmement difficile de remettre du jeu entre ce qu'on pense et ce qui est vraiment, et d'arriver à considérer les choses autrement. Donc tout l'enjeu, notamment de la psychothérapie, et même du travail de psychiatres qui font de la psychothérapie de soutien à minima dans les consultations, c'est de dire, en fait, les choses pourraient être autrement. Il faut qu'on arrive à vous aider à pouvoir ressentir, percevoir ou penser un peu différemment. Et en fait, les médicaments qu'on donne ne changent pas les pensées. Elles vont redonner un degré de liberté par rapport à des idées qui se sont fixées. Donc, quand vous dites très bien, il y a ce qu'on appelle la rationalisation, notamment dans la dépression, sur la tristesse en disant « je suis triste, mais en même temps, le monde va mal. Je suis triste, mais c'est vrai que mon chat n'a pas mangé la semaine dernière, et en fait, c'est pour ça que je suis triste. » Et donc, on trouve toujours des raisons. C'est ce qui fait aussi, j'imagine, qu'une psychiatre ou un psychiatre ne veut pas s'auto-diagnostiquer. Je ne sais pas si c'est le terme qui doit être utilisé, mais ceci, il ne veut pas s'auto-diagnostiquer parce qu'il n'a pas forcément ce recul sur lui-même, j'imagine, et sur ce qu'il ressent. C'est-à-dire qu'on peut se douter plus rapidement que la plupart des gens que là, ça ne va pas très bien. Mais après, se soigner tout seul, ça, non. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais il y a des maladies où, effectivement, arriver à se rendre compte qu'on est malade, c'est trop difficile. Et donc, il faut arriver à faire suffisamment confiance à ses proches et aux professionnels de santé qui nous accompagnent pour se dire que là, ils sont là pour nous aider. Ce qui est compliqué, c'est par exemple dans la paranoïa, où justement, on vit l'autre uniquement sur un mode d'agression. Et donc, c'est très difficile de se dire « les autres me veulent du bien ». Donc, vous voyez, sur certains troubles et certains symptômes, ça va être particulièrement difficile d'intervenir parce que c'est précisément là-dessus, la confiance en l'autre, que vient se fixer le trouble. Question qui revient très souvent, peut-être y compris parfois auprès de plus jeunes, mais pas que. On entend parler de psychologie, on entend parler de psychiatrie. Question importante mais quand même rapide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un psychologue et un psychiatre? Oui, c'est très très simple. Un psychiatre, c'est un médecin, donc il faut avoir fait des études de médecine. Et au moment où on choisit sa spécialité, en fait, la psychiatrie est une spécialité. Donc tout le monde fait le tronc commun de médecine pendant 6 ans. Et après, il y en a qui vont choisir d'être cardiologue, médecin généraliste et d'autres psychiatres. Et c'était 4 ans à mon époque, maintenant c'est 5 ans. Et après, en tant que psychiatre, on peut choisir d'autres spécialités. Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, psychiatrie de la personne âgée. On peut aussi aller vers la dictologie. Donc, il y a aussi des surspécialités. Le psychologue, il faut avoir fait donc, du coup des études à l'université de psychologie. Et là, pareil, il y a plusieurs possibilités. On peut choisir de la psychologie pour faire de la recherche, pour faire de la psychologie clinique. Donc ça, c'est plutôt ces gens-là qu'on voit quand on va pas bien. Et après, il y a aussi les psychologues qui travaillent dans le milieu du travail, justement, ressources humaines, etc. Donc, en général, donc les psychologues cliniciens, c'est un diplôme qu'on a à la fin d'un master de psychologie clinique, avec des stages aussi de soignants. Et le psychiatre, il est médecin. Et qu'est-ce qu'ils ont de commun ou de différent? C'est vrai que la plupart du temps, on va avoir d'abord un psychologue, c'est quand même le plus fréquent. Ou est-ce que je dis une énormité en disant ça, mais c'est quand même alors, souvent... on a très peu de chiffres sur la façon dont les gens se comportent sur ça. La plupart du temps, les gens vont voir leur généraliste, souvent. C'est vrai. Et normalement, le point d'entrée dans le système de santé, c'est le médecin traitant. C'est comme ça que c'est régulé. Le médecin traitant peut, lui, orienter la personne vers un spécialiste. Comme il orienterait vers un cardiologue, il peut orienter vers un psychiatre. Mais le médecin traitant est tout à fait à même de poser un diagnostic de troubles psychiques simples de type dépression, troubles anxieux. En gros, les troubles psychiques les
plus fréquents, le médecin généraliste est habilité à les soigner, donc à introduire par exemple un antidépresseur, ou à orienter la personne vers un psychiatre si le cas est plus compliqué, lui semble plus compliqué, ou à orienter aussi vers un psychologue si ça lui semble ressortir de la psychologie et non pas de la médecine. Donc classiquement, ce qu'il faut recommander aux personnes, c'est de parler à leur médecin traitant qui les connaît. Et le médecin traitant peut avoir un réseau en fait aussi de soignants. Et le psychologue peut tout à fait prendre quelqu'un en charge pour des événements de vie qui ne sont pas de la maladie. De l'accompagnement ou de l'accompagnement de traits un peu dysfonctionnels, mais qui ne relèvent pas du trouble psychique constitué. Je ne sais pas, j'ai des difficultés à interagir avec les autres, je suis très stressée avant les examens, c'est pas des maladies, ça. Ouais. Par contre, on peut avoir besoin d'un coup de pouce pour arriver à mieux gérer ses émotions, sa relation à l'autre, etc. Voilà. Et sur la question les psychologues ne sont pas habilités à donner des diagnostics. C'est la question que j'avais posée. Voilà. Ni à faire une ordonnance, à prescrire des médicaments ou des examens complémentaires, des prises de sang, des imageries. Or, ça, c'est la base du métier de médecin et du métier de psychiatre, c'est se dire, avant de conclure à une dépression, il faut que j'ai éliminé d'autres causes de maladies, de cerveau, d'hormones, d'autres choses qui pourraient donner certains symptômes et qui nécessiterait un tout autre traitement que celui de la dépression. Okay. Donc j'imagine que ça peut arriver qu'il y ait des situations où quelqu'un va voir un psychologue, et le psychologue peut potentiellement le suivre pendant une certaine période, et au bout d'un moment, sur un sujet précis, peut se dire, là, ça peut être intéressant d'aller voir un ou une psychiatre pour creuser et faire un éventuel diagnostic. Voilà, normalement, les psychologues, très vite, réorientent les personnes vers le médecin généraliste ou vers le psychiatre s'ils sentent qu'il y a une problématique médicale, s'ils ont un doute. Sur la question des causes alors là, on peut parler de la dépression comme d'autres. On a parlé de facteurs externes ou d'impact que ça peut avoir sur notre vie. La question qui revient souvent, c'est aussi celle de la part de génétique là-dedans. Que disent les travaux de recherche aujourd'hui sur l'influence de la génétique sur la dépression ou sur d'autres maladies mentales ? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une vraie part héréditaire, mais l'hérédité ne se réduit pas à la génétique. Ok, intéressant. Donc l'hérédité, c'est le fait qu'on observe que dans des familles qui ont certains troubles, en fait, on retrouve dans les descendants une plus grande chance d'avoir ce trouble. Donc c'est vrai pour la dépression, c'est vrai pour les troubles psychiques en général. Mais cette hérédité, oui, il y a des composantes génétiques, mais il faut faire très attention quand on parle de ça. Déjà, c'est des travaux qui sont aussi en cours. Certains demandent à être confirmés. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a des mutations génétiques qui peuvent donner des présentations de troubles psychiatriques. Et donc, il y a des centres de référence en France pour ça. Mais ça donne en général des présentations qui ne sont pas super typiques non plus. Donc, les psychiatres, ils ont la puce à l'oreille, vous voyez, pour déceler le trouble génétique. Et c'est très rare. Probablement qu'il y a effectivement une part génétique dans les troubles psychiatriques. Mais quand on dit génétique, et ça, c'est franchement l'avancée de la génétique de ces dernières années, ça ne veut pas dire que c'est plié. Et qu'il faut baisser les bras. Il y a justement, en fait, il y a une plasticité, c'est-à-dire une capacité, grâce à un environnement favorable, de contrer cette génétique quelque part aussi, donc cette prédisposition ou cette hérédité. Et c'est pour ça qu'on essaie de mettre des soins en place très jeunes. Par exemple, dans les troubles du spectre autistique, on essaie maintenant d'agir avant 3 ans. Parce que des enfants, des très petits, qui répondraient aux critères diagnostiques du trouble du spectre autistique avant 3 ans, certains vont sortir de la critériologie grâce aux soins qui peuvent être mis en place. Donc, la génétique ne doit pas faire baisser les bras sur le rétablissement et sur la nécessité pour la société de se mobiliser pour prodiguer des soins de qualité en fait à ces gens qui sont malades, parce que c'est dangereux en fait politiquement. Très vite, avec la génétique, on peut se dire du coup c'est foutu, et donc du coup pas la peine de mettre des moyens sur ces populations-là. Ouais. Je voudrais revenir à une question qu'on évoquait tout à l'heure. Selon les données de l'OMS, plus d'1 milliard de personnes dans le monde souffrent de troubles de santé mentale. Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées, ou est-ce que c'est, comme on le disait tout à l'heure, qu'on en diagnostique davantage, qu'il y a une forme de prise de conscience sur le sujet, et comment est-ce qu'on navigue là aussi entre les deux ? Alors, c'est très compliqué de fournir des statistiques mondiales, et je peux vous le dire parce que pour le coup, c'est mon domaine. Parce que déjà, il faudrait que les gens utilisent les mêmes outils de mesure. Ouais.
Ensuite, il y a qu'est-ce qu'on entend par trouble de santé mentale? Est-ce qu'on parle des maladies psychiatriques? Et parfois, certains pays vont mesurer uniquement 2 ou 3 troubles, et d'autres vont mesurer aussi tout ce qui est addiction. Donc, d'un seul coup, les chiffres augmentent. Ensuite, il y a aussi la question du fait qu'il y a beaucoup de pays, je crois, et je ne suis plus exactement sûre du chiffre, mais il me semble que c'est au moins 30% des pays qui n'ont pas de statistiques sur les maladies mentales. Ok, ça paraît immense. C'est énorme, mais Ouais. c'est le cas. Enfin, je travaille actuellement à développer une plateforme pour harmoniser les mesures de la santé mentale dans le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Je peux vous dire, par exemple, pour la dépression, c'est qu'on est plutôt sur un nombre de personnes qui ont une dépression autour de 5%. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les pays qui font cette statistique-là. Mais on va dire, mais oui, mais la dernière enquête de Santé publique France, elle disait 10%. Oui, mais alors là, du coup, il faut creuser. Est-ce que c'est les mêmes outils qui ont été utilisés? Est-ce que les populations s'approprient ces outils-là de la même façon? Vous voyez, ça pose des problèmes extrêmement complexes. Parce que sur la dépression, quand vous dites 5% par exemple, les 5% sont... Genre, est-ce que c'est du déclaratif? Est-ce qu'on s'auto-diagnostique? Est-ce que c'est des personnes qui... Enfin, comment ça fonctionne en général? En fait, ça dépend des enquêtes D'accord. épidémiologiques. Le must, c'est d'avoir des gens qui font des entretiens, de prendre des échantillons représentatifs de la population, de faire des entretiens standardisés avec des gens qui sont formés au diagnostic de dépression et de calculer son chiffre comme ça. Mais en réalité, souvent, c'est fait avec des échelles qui sont bonnes pour faire du screening, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une bonne sensibilité, mais elles vont surdiagnostiquer. Parce qu'elles ne sont pas là pour ça, ces échelles. Mais globalement, ça donne une estimation. Et nous, on fonctionne avec des estimations. Par contre, c'est comment les gens s'approprient ces chiffres et ce qu'ils en font derrière qui est plus questionnable. Donc, et après, on mélange aussi beaucoup de choses. Moi, quand je vous dis ces 5%, c'est en ce qu'on appelle du transversal. C'est une photo à un moment donné. Mais par contre, je peux très bien vous dire aussi, la dépression, c'est une personne sur 5 tout au long de sa vie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la prévalence vie entière. Ça montre que c'est une maladie fréquente qui finalement va toucher beaucoup de monde. C'est immense, une personne sur 5. Va faire une maladie. Oui, mais en fait, c'est la plus fréquente des maladies psychiques. Donc, je ne sais pas, c'est combien de personnes, ça doit être 100% des gens qui font une gastro au cours de leur vie. Alors, je ne compare pas la gastro à la dépression, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même des maladies qui sont plus fréquentes que d'autres. Et la dépression, elle est multifactorielle, et comme on l'a dit, elle peut être... les gens peuvent faire des épisodes, y compris de dépression légère, sur des événements de vie importants. Donc, quand on dit ça, ça ne veut pas dire que tout le monde a une maladie grave et nécessite des soins en psychiatrie en urgence. C'est pas ça, mais c'est pour montrer, en fait, quelque part, la banalité de la maladie mentale dans l'espèce humaine. Et que, en fait, oui, on en parle beaucoup maintenant. Pendant des années, ça a été complètement tabou, on n'en parlait pas. La psychiatrie était reléguée à l'extérieur des villes, dans des asiles, etc. Donc là, on essaie de construire un dispositif qui permette d'améliorer la santé mentale, notamment en soignant les troubles psychiques, tout en essayant d'avoir une société qui est inclusive et qui donne une place à ces personnes qui vivent avec un trouble psychique. Et est-ce qu'on a des chiffres sur... Désolé, je demande beaucoup de chiffres, mais c'est pour comprendre un peu quand même la situation. Si on dit qu'une personne sur 5, au cours de sa vie, a été en dépression... Ou va faire une dépression. Ça paraît quand même assez immense. Alors, c'est pas surprenant, parce qu'encore une fois, il y a eu beaucoup d'études et je ne l'apprends pas là, mais ça reste un chiffre qui est très important. Oui. Est-ce que l'on sait la part de personnes sur ce 1 sur 5 qui n'est pas conscient de ça, qui finalement ne va jamais, à aucun moment, avoir un diagnostic par un psychiatre, avoir des traitements si c'est nécessaire et... Non, ce chiffre-là, on l'a pas. Ce qu'on sait, c'est parmi les gens qui font une dépression, il y en a 12% qui vont avoir une forme chronique. Donc déjà, vous voyez, ça réduit considérablement. Et quand les psychiatres, une forme chronique, c'est-à-dire ça veut dire qu'ils sont en dépression persistante, donc ça dure plus de 2 ans, et parfois même, certaines personnes, ça dure 10, 20, 30 ans. Donc les psychiatres, eux, soignent les gens qui sont dans des formes chroniques de maladie, qui peut être soit persistantes, donc tout le temps, soit une sorte de poussée, puis rémission, puis de nouveau une poussée, donc plusieurs épisodes dans la vie. Et puis il y a des gens qui font qu'un seul épisode, et ça, c'est à peu près 30-40%. Et il y a des personnes qui peuvent avoir une dépression pendant, j'ai n'importe quoi. Ce que vous avez dit, c'est au moins 2 semaines. Enfin, pour caractériser, en tout cas pour caractériser et poser ce diagnostic, des personnes peuvent faire une dépression pendant, j'ai n'importe quoi, 1 mois. Ça existe, sortir. Ouais. Ça n'existe pas trop. Oui. En général, les dépressions, l'histoire naturelle de la maladie, c'est 6 à 9 mois. Ok. Voilà. Sur les premiers épisodes, ça peut durer 6 à 9 mois et se résoudre spontanément quand c'est
léger à modéré. Mais attention, là, je parle avec des études qui sont sur des très petits échantillons, c'est pas des données super solides. Et en fait, les traitements, les interventions, qu'elles soient psychothérapie ou médicamenteuses, voilà, elles ont pour but de réduire la durée de l'épisode, premièrement, et de limiter aussi les dégâts sur la vie des personnes. Parce que quand on est dans cet état-là, en fait, on a du mal à travailler, donc du coup on se paupérise, on a du mal à s'occuper de ses enfants, on a du mal à entretenir ses relations avec les autres, et du coup on rentre dans un cercle vicieux d'isolement social, de paupérisation, et donc qui sont aussi des facteurs de risque de dépression à nouveau, etc. Vous voyez, donc les interventions de santé, en tout cas pour la dépression, elles visent à raccourcir, et elles visent aussi après à prévenir les rechutes. Elles visent aussi pour des personnes qui sont... on essaie c'est difficile à montrer, mais est-ce que ça pourrait pas aussi limiter les séquelles de la maladie, notamment cognitives ? Donc, il y a des chercheurs qui regardent si ça n'aurait pas un effet protecteur sur les cellules du cerveau, etc., les structures du cerveau. Parce que ce qu'on sait, là aussi, d'une très grande cohorte historique, c'est que quand on a fait des épisodes de dépression un peu modérés à sévères dans sa vie, ça peut être des facteurs de risque de démence, donc quand on est plus âgé. Donc, c'est des maladies qui, quand même, vont abîmer le cerveau. Sur la question des jeunes, on a évoqué assez régulièrement des chiffres très alarmants chez les jeunes sur soit des troubles dépressifs, soit des états de dépression, ou sur un sentiment de mal-être qui est assez généralisé, avec beaucoup d'études qui ont été réalisées ces dernières années par Santé publique France et par d'autres organismes. Alors, c'est une question très large là aussi, mais comment est-ce qu'on l'explique ? Que disent aujourd'hui les études sur les causes de ce mal-être ou de ces troubles dépressifs ou de ces dépressions qui paraissent être en augmentation chez les jeunes ? Alors, vous faites une distinction très importante entre le trouble psychiatrique, donc par exemple vraiment l'épisode dépressif au sens où nous psychiatres on le définit, et le mal-être. Donc, ce qui est indiscutable, c'est qu'il y a une augmentation du mal-être, parce que en réalité, quand on prend de façon nominale les échelles, c'est-à-dire qu'on les lit et que le contenu, oui, ça traduit un mal-être. Sur l'augmentation des troubles constitués, c'est plus compliqué à répondre. En tout cas, il y a des grandes séries qui ont été faites dans d'autres pays du monde, etc. On a l'impression que ça retourne à la valeur avant le Covid. Okay. Ouais, donc, il y avait vraiment quelque chose qui s'est passé autour de Covid/confinement. Il faut faire très attention à pas forcément tout de suite médicaliser ou psychiatriser des phénomènes de mal-être qui peuvent amener de toute autre mesure sociale, éducative, la question de la parentalité, la question aussi des modes de vie qui se transforment avec une digitalisation importante et donc des générations qui sont face à des outils où les parents ne transmettent pas parce qu'ils n'ont pas appris eux-mêmes à quoi en faire, quelle est la place, comment on se définit identitairement par rapport à ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Ce qui est vrai pour le cas de la France, c'est qu'il y a un très fort déficit en professionnels de santé mentale de la petite enfance et de l'adolescence, donc ce qu'on appelle les pédopsychiatres. Et donc du coup, là, pour des enfants et des adolescents qui ont vraiment une maladie, c'est compliqué. Les soins sont extrêmement compliqués et c'est inquiétant parce que s'il n'y a pas les professionnels de santé correctement formés en face, et ben du coup, forcément, les indicateurs de morbimortalité qu'on avait vus peuvent augmenter. Donc voilà. Donc ça, on sait que quand le système de soins il n'est pas bon, et on voit aux États-Unis, on voit que l'espérance de vie diminue. Donc si on n'a pas un système de santé qui est à la hauteur en France et qui peut répondre aux besoins notamment des plus jeunes, parce que les enfants c'est quand même les adultes de demain. S'ils sont très malades maintenant qu'on ne les soigne pas, il y a peu de raisons qu'ils se remettent spontanément et qu'ils soient des adultes qui iront bien et qui n'auront pas eux-mêmes besoin de soins. Donc, il faut vraiment mettre des moyens ou repenser la façon dont on répartit les moyens à l'endroit des enfants. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est du soin individuel pour ces personnes-là, bien sûr, mais ça peut être aussi comment on prévient la survenue de ces troubles-là si on pense que c'est un sujet et que notre système de soins ne sera pas capable au long cours de faire face à une augmentation de la prévalence des troubles psychiques. Et sur la question du mal-être, alors vous me dites après, mais ça sort du cadre précis de votre travail, mais sur la question du mal-être, les causes elles sont multiples et on en connaît, mais ça peut être une situation économique difficile, une précarité, toute la situation plus globale, nationale ou mondiale. Enfin, c'est des critères qu'on évoque régulièrement, des causes qu'on évoque régulièrement sur la chaîne et qu'on essaie d'analyser régulièrement.
un des éléments qui revient souvent dans le débat, c'est la question des écrans. Vous en avez parlé un petit peu là, des écrans et ou des réseaux sociaux. Que disent les travaux de recherche là-dessus aujourd'hui sur cette question de l'impact des réseaux sociaux sur les... Alors, moi j'ai parlé de digitalisation. Ouais. C'est-à-dire de médiatisation du rapport à l'autre. Ça veut dire qu'en fait, on n'est plus forcément dans du face-à-face avec une interaction riche qui prend en compte le toucher, la vue directe, etc. Donc moi, c'est pas tant... Enfin, oui, les réseaux sociaux, les écrans, etc., mais j'allais plus loin en disant, en fait, c'est la façon dont on instaure un rapport à l'autre qui évolue. Social, Enfin, bassement matériel, en fait. Et donc, cette matérialité-là, qui est très importante chez les petits-enfants, qui sont tout le temps dans la recherche du contact physique, qu'est-ce que ça donne? Ça, il faut faire des études là-dessus parce qu'on peut avoir des intuitions cliniques, on peut avoir des opinions personnelles, mais ces outils deviennent incontournables. Et pour moi, l'enjeu, c'est de savoir comment on les intègre correctement et de façon adaptée et progressive dans l'éducation des enfants pour que ça ne représente pas un état de carence à un moment donné par rapport au neurodéveloppement de l'enfant. Enfin, les enfants ne sont pas capables de tout comprendre à tous les moments. On y va progressivement. Donc, on a des siècles sur savoir comment enseigner les mathématiques, on a des siècles sur savoir comment enseigner à se promener tout seul dehors, mais on n'a pas des siècles de recul sur savoir comment intégrer un téléphone portable ou Internet dans la vie d'un enfant. Donc ça, c'était un bon premier point. Ce qu'on sait sur les écrans maintenant, les écrans vraiment en tant qu'objet, c'est que c'est un objet qui est fixe, qui est mauvais pour la vue, clairement. Donc ça, il y a des études sur la vision des enfants, mais des adultes aussi. Il y a des études sur la sédentarité, qui est une catastrophe de santé publique. Donc là, je reprends ma casquette santé publique. La sédentarité, c'est l'obésité, c'est les accidents cardiovasculaires, mais c'est aussi les troubles psychiques en réalité, parce que l'être humain a été fait au départ pour être dans des mouvements de recherche, de bouger, quoi. Et donc là, d'un seul coup, on est fixé parce que notre surface d'interaction se réduit à un écran, soit de 3 cm sur de 5 dans le cas d'un portable, soit un écran d'ordinateur. Beaucoup de gens travaillent sur ordinateur et puis les loisirs sont sur écran. Donc, sur le plan de l'activité physique et de la vision, c'est clair qu'on est déjà au courant de ce qui se passe. Et puis, les troubles musculo-squelettiques aussi, c'est clair que le travail posté, assis, sans bouger, devant l'ordinateur, c'est pas bon pour la musculature du dos et des os. Donc, Et sur la question des réseaux sociaux, je renvoie je mettrai en description des éléments. Alors, c'est pas des travaux de recherche au sens universitaire ou autre, mais sur des enquêtes qui avaient été réalisées notamment par le New York Times, il me semble, qui montraient que certaines plateformes, notamment Meta, étaient au courant du mal-être que pouvaient causer certaines pratiques ou certains éléments sur les réseaux sociaux. Ils avaient été accusés à l'époque d'inaction sur ce point-là. On mettra des liens. Sur les réseaux sociaux, en fait, c'est des caisses d'amplification de phénomènes qui existaient déjà auparavant. Donc, d'un seul coup, le harcèlement va prendre une proportion pas possible. Et le harcèlement, c'est typiquement une cause en fait de grande détresse psychique, voire qui peut évoluer derrière sur du stress post-traumatique ou des états de dépression ou anxieux. Et donc là, d'un seul coup, c'est plus une personne qui en harcèle une autre, c'est 60 qui se mettent ou des milliers. Donc on voit bien là, effectivement, que la psyché humaine n'est pas armée pour se défendre de ça. Mais après, évidemment, faut pas interdire les réseaux sociaux pour ça, mais ça amène, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, la société apprend aussi à mesure. Mais c'est vrai que ce serait quand même le rôle des adultes d'anticiper les potentiels dangers pour les enfants et de les en prémunir. Voilà. Ouais. On met des barrières sur les ponts, on n'attend pas qu'il y ait 30 personnes qui soient tombées pour se dire qu'il faudra peut-être mettre une barrière. Effectivement. Sur la question de la méconnaissance des sujets de santé mentale, pendant longtemps, dans la culture populaire, les films ou autres, on associait les questions de santé mentale, alors déjà on n'utilisait pas ce terme, mais on associait ces questions-là de maladie mentale à des lieux, le côté l'asile psychiatrique, tous ces éléments-là dans lesquels on a tous grandi finalement en regardant des films ou autres. Quel impact est-ce que vous pensez que ça a eu sur ces questions de santé mentale et sur la capacité à libérer la parole sur ces sujets ? Voilà, les produits culturels de la culture populaire véhiculent les stéréotypes classiques, mais enfin sur les femmes, sur les gens racisés, puis donc du coup sur les gens qui ont un trouble psychique. Donc on connaît tous le stéréotype du schizophrène, le stéréotype du dépressif, et j'emploie volontairement, c'est parce qu'on va dire c'est un schizophrène ou c'est le schizophrène, et donc c'est le psychopathe de service. Enfin voilà, en général, ils n'ont pas les meilleurs rôles dans ces produits culturels-là.
Il y a quand même un effort qui est fait depuis 10 ans pour essayer de proposer d'autres narratifs, d'autres choses autour de ça. Mais c'est vrai que là, avec quand même un retour des conservateurs, enfin, faut le dire, pas que aux États-Unis, moi, je trouve qu'on revoit quand même certains scénarios super stéréotypés, encore une fois, pas que sur les troubles psychiques. Il y a quelqu'un en France qui fait un travail extraordinaire sur ça, qui s'appelle Dr Jean-Victor Blanc, qui a fondé le festival Pop et Psy et qui travaille beaucoup sur cette question justement de travailler à partir des produits de la culture populaire. En gros, à partir des chansons, des films, des BD, etc., avoir une porte d'entrée pour parler de la santé mentale en général. C'est un livre aussi ou je dis n'importe quoi? Oui, il a fait un livre au départ. C'était un livre au départ. Les éléments en description pour ceux qui ouais, exactement. Et maintenant, effectivement, il y a des artistes qui ont eu ce courage, en fait, de dire que même souffler de troubles psychiques, pour nous psychiatres, c'est pas des secrets, enfin voilà. Mais les gens, du coup, se disent « Oh là là, bon, mais jamais j'aurais pensé. » Bah oui, bah non. C'est pas écrit sur le front des gens la plupart du temps. Et les gens n'aspirent qu'à avoir une vie normale et à se fondre dans la masse, en fait. Donc, ils le disent et c'est courageux parce que justement, après, la moindre chose qu'ils vont faire, on va leur dire « Oui, mais Tumir, c'est un fou. » Et donc, en fait, l'utilisation du terme fou comme façon de disqualifier l'autre, socialement, c'est quelque chose qui menace beaucoup les gens qui vivent avec un trouble psychique. Les gens qui se méfient beaucoup de ça, et du coup, ils n'osent pas trop en parler, même à l'entourage le plus proche. Ouais. Et il y a d'ailleurs quelque chose qu'on observe particulièrement chez les hommes et les garçons, cette image de l'homme ou du garçon qui doit pas exprimer de sentiments, qui doit pas oser parler de ce qu'il ressent ou de ressentir des émotions, et voilà. Ça aussi, est-ce que vous l'observez, est-ce que vous le voyez, alors que ce soit dans votre travail, via les études ou autres, cette différence en fonction si vous êtes un homme, une femme sur ce sujet-là? Alors, la différence, elle est dans le recours aux soins. Okay. Qui va aller voir un spécialiste de santé mentale? Donc là, il y a une différence genrée, et elle est aussi, elle est plus importante pour la santé mentale que pour la santé. Mais les femmes vont, classiquement, dans la répartition des rôles de genre, c'est les femmes qui s'occupent de la santé. Et donc, les femmes vont aller emmener leurs proches chez le médecin. Elles-mêmes, elles vont aller chez le médecin, mais souvent tardivement parce qu'elles prennent quand même moins soin d'elles. Mais les hommes, spontanément, vont avoir un moindre recours aux soins et du coup un moindre recours aux soins en santé mentale. Ensuite, il y a une autre question qui est importante et qui m'intéresse en tant qu'épidémiologiste, c'est la façon dont s'expriment les troubles psychiatriques en fonction des genres. Puisque comme les troubles psychiatriques s'expriment à travers le narratif et les comportements, c'est à ça qu'on a accès en tant que psychiatre, et forcément, c'est teinté par le genre, c'est teinté par la culture, etc. Donc là, ensuite, c'est comment nous, en tant que professionnels de santé, on arrive derrière, je veux dire, la couche de genre, la couche de culture, etc., à se dire ça, en fait, c'est du domaine du pathologique et c'est une dépression qui va s'exprimer sous forme de pleurs et de larmes plus facilement, où la femme va dire « je suis triste », alors que l'homme ne dira pas ce mot-là. Et peut-être qu'il ne le sent même pas qu'il est triste, parce qu'en fait, on ne l'a jamais autorisé à utiliser ce mot-là. Mais il va dire « je suis tendu ». Je suis énervée, j'y arrive pas, parce que ça, c'est du vocabulaire qui est de l'ordre du masculin. Donc, c'est très difficile d'arriver à détricoter, en fait, ce qui relèverait de quelque chose de l'ordre du sexe biologique et de quelque chose qui est la patte sociale du genre et de ce qui est autorisé à dire ou à faire. Et pour bien comprendre, c'est la façon de décrire des symptômes qui diffèrent, ou ça va même jusqu'à les symptômes en tant que tels qui diffèrent? C'est ça qui est difficile à savoir. Okay. On ne sait pas très bien jusqu'au bout. Parce que justement, vous vous basez vous-même sur des déclarations et des observations. Et qui sont forcément... Et en fait, quelque part, d'un point de vue strictement pragmatique, c'est pas très grave d'arriver à détricoter ça. Sauf si on dit il faut réviser la classification diagnostique, parce qu'en fait, dans la classification, il y a un biais qui va faire qu'on va surdiagnostiquer les femmes et sous-diagnostiquer les hommes. C'est des questions qu'on se pose, par exemple, pour la dépression. Il y a un très grand écart de prévalence entre les hommes et les femmes. Okay. Après, ça peut être... Si on pense... En fait, ça va poser un problème si on pense qu'on peut avoir une théorie, par exemple, hormonale, la dépression. Donc, si on veut aller vers une théorie hormonale, là, effectivement, c'est pas forcément la question du genre, mais ça va être la question de l'imprégnation hormonale. Mais là, à ce moment-là, on va aller faire des prélèvements d'hormones et il y aurait aussi intérêt à les faire chez les hommes et les femmes, parce que si on pense qu'il y a une hormonale, en fait,
faut regarder si les femmes qui ont un peu de testostérone ont moins de dépression. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses à faire. J'ai déjà entendu, lu, le fait que les questions de santé mentale, c'est, je cite, un problème de riches. Ouais. Et il y a beaucoup de choses derrière ça. Cette idée que, en gros, et ça c'est peut-être d'un point de vue même positif, mais parce qu'il y a eu certaines avancées dans certains sujets, on arrive à se poser ces questions-là et à avancer maintenant sur cette question de la santé mentale. Ça vient aussi parfois avec une dimension plus critique chez certains, un côté, alors chez les plus critiques même et les plus qui sont dans le déni parfois de certaines réalités de problèmes de santé mentale, qui sont dans un truc de, en fait, à l'époque ça allait, et maintenant vous posez des questions qu'on se posait pas à l'époque, et ça transparaît d'une autre façon. Ce truc de la santé mentale, c'est un truc de riche. Comment est-ce que vous le... Alors, non, mais c'est une des N idées reçues qui existent sur la psychiatrie et la santé mentale. Mais et c'est juste, la question se pose quand on dit problème de riche, ça peut être à l'échelle d'un pays, un pays riche. Du monde. Ça ne touche pas plus les riches que les pauvres, et au contraire, ça touche plus les pauvres que les riches si on emploie ce type de vocabulaire très catégorique. Oui, très catégorique. Et entre les pays du monde, il vaut mieux vivre dans un pays riche. Au cas où on hésiterait encore. Je vais vous dire, par exemple, la médiane de survenue de la dépression dans les pays pauvres, c'est 24 ans. En Europe, c'est 26 ans. Donc, en fait, on est déprimé plus jeune dans les pays pauvres, en voie de développement, que dans les pays riches. Ça s'explique très bien. J'ai dit tout à l'heure, les grands facteurs de risque, c'est tout ce qu'on pourrait l'appeler l'insécurité sociale, c'est-à-dire un avenir économique incertain, etc. On le disait tout à l'heure, même dans le cas de pays qui traversent des crises et qui voient du coup la résurgence. La prévalence, les taux de dépression sont plus importants en France chez les chômeurs que chez les pas chômeurs. Je ne sais pas si les chômeurs sont riches, je ne pense pas, mais voilà. Souvent, ce qu'il y a avec cette idée de la santé mentale, c'est un problème de riches, c'est faut vraiment se regarder le nombril pour sentir qu'on va pas bien. Donc, en gros, les riches ont du temps, ils ont le temps de se demander ce qui va pas dans leur vie, et donc ils ont le temps de se trouver un truc de travers pour dire qu'ils vont mal. La réalité de terrain, c'est que la psychiatrie voit tous les niveaux socio-économiques, et que la psychiatrie publique prend en charge les plus déshérités de nos sociétés, et qu'elle joue un rôle extrêmement important là-dedans. Que si on regarde les gens qui sont sans-abri, qui vivent à la rue, c'est plus d'un tiers d'entre eux qui ont un trouble psychique, parce que vivre à la rue, ça donne des maladies. Et quand on a des maladies qui sont non soignées, on a une plus grande probabilité de finir à la rue aussi. Donc là, on est très loin de la problématique de savoir si c'est les riches, on est plutôt justement du côté des pauvres. Par contre, si on retourne les reçues, on dit, en fait, la santé mentale, ça pourrait être un produit de luxe en termes d'accès aux soins. Et donc là, voilà, c'est autre chose. Mais la question, elle est là, en fait. Elle est pas, est-ce que la richesse, ça cause des troubles de santé mentale ? La question, elle est plutôt, est-ce que les riches, peut-être, ont plus recours aux soins parce qu'ils ont plus de ressources économiques. Pour y accéder. Et oui. Et quand on est dans un pays où, malheureusement, les soins en psychologie ne sont pas autant remboursés que ce que ça pourrait être. Donc maintenant, il y a eu des mesures qui ont été mises en place, où notamment, on peut avoir accès à 8 séances de psychologie. Enfin, pour ceux qui ont déjà vu un psychologue, on sait bien que 8 séances, c'est pas suffisant, c'est très bien. Il faut que ce dispositif existe. Et c'est probablement un premier pas vers derrière plus de facilitation vers l'accès. Mais oui, effectivement, actuellement, si on souffre d'un trouble anxieux, bien sûr que les médicaments sont remboursés, bien sûr que les consultations de spécialistes comme les psychiatres ou les généralistes sont remboursées, mais il y a des dépassements d'honoraires qui existent, il y a un engorgement des filières qui font que du coup, certains peuvent pratiquer des tarifs qui sont peut-être un peu exagérés. Il y a avoir recours aux psychologues au long cours, ça demande de l'argent. Et les mutuelles qui pourraient avoir un rôle à jouer là-dedans, ne remboursent finalement pas tant que ça les soins de santé mentale non plus. Et il faut avoir potentiellement une bonne mutuelle pour du coup être davantage remboursé. Exactement. Donc on en revient à des questions d'argent. On en revient à des questions d'argent, mais la question de l'argent, elle se place sur l'inégalité d'accès aux soins, et l'inégalité d'accès aux soins crée et creuse des inégalités de santé. Et je précise dès maintenant, c'est vrai qu'il y a certains dispositifs qui ont été lancés, relancés, modifiés, supprimés, réintégrés. Mais là, aujourd'hui, il y a 2 dispositifs qui sont assez importants qu'on cite dès maintenant, et on mettra les infos en description. Donc, il y a Mon Soutien Psy. Exactement. Il me semble que c'est 12 séances, mais peut-être que je dis une bêtise. Non, c'est ça.
Et donc, avec en partie remboursé par l'assurance maladie, etc. Ça, on met des liens en description. Il y a aussi Santé Psy étudiant, Oui, qui cette fois-ci est exactement. davantage pour les étudiants, c'est dans le nom. Et ça, c'est jusqu'à 12 séances de soutien Oui. renouvelables chaque année universitaire, sans avance de frais. Donc ça, c'est Oui. quand même un point important pour, je pense, beaucoup d'étudiants. Et il y a sûrement d'autres, au-delà de ça, des assos et tout. On mettra tout ce qu'il faut en description. Mais ça, c'est extrêmement important. Il faut y avoir recours. Ouais. Mais c'est vrai que il faut aussi que ça suive derrière en termes de professionnels de santé, de participer à ces dispositifs, etc. Et donc après, effectivement, il y a des débats dans les professionnels sur le taux de remboursement, combien ça coûte. C'est vrai qu'une consultation de psychologie, ça peut pas durer 20 minutes. Hein. Enfin, je veux dire, surtout si les gens sont très malades, les gens ne sont pas, il n'y a pas de culture de la psychologie en France, donc quand on arrive chez le psy, on est toujours un peu gêné, on ne sait pas trop, voilà, il y a un brise-glace qui prend un peu de temps, enfin, avec le psychiatre aussi, donc on n'est pas sur des consultations d'1 quart d'heure, même en psychiatrie. Et pas d'une séance non plus en général, c'est plus une séance. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir, non mais ce que vous dites est très important en fait, il ne faut pas avoir des attentes magique. Et ça, je le constate beaucoup chez les patients que j'avais pu avoir, que ce soit avec les médicaments, enfin les soins de santé mentale en général, c'est pas je prends un truc, je me sens mieux tout de suite. Donc les médicaments qu'on propose, par exemple pour la dépression ou les troubles anxieux, c'est des médicaments qui vont mettre plusieurs semaines à agir. La psychothérapie, ça va mettre aussi plusieurs semaines à agir, plusieurs mois. Donc on sait dès le départ qu'il faut s'engager dans un processus de soins un peu long. Et c'est pour ça qu'il y a besoin du soutien des proches aussi dans cette démarche et que les professionnels de santé sont là pour continuer à vous encourager dans cette voie-là. Qu'est-ce que vous dites à un jeune, ou un moins jeune d'ailleurs, et tout le monde peut suivre l'interview, qui a envie de voir un psychologue, une psychiatre, en tout cas a envie de voir quelqu'un, et a peur, justement, comme vous le dites, a peur de ce qui pourrait être dit, a peur de cette confrontation peut-être avec soi-même. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, je pense qu'il faut... il faut dépasser cette peur parce que, en fait, c'est se rendre service à soi-même que d'aller voir un professionnel de santé. Bien sûr, il peut y avoir de mauvaises rencontres. Et donc, si vraiment il se passe des choses avec lesquelles on n'était pas du tout à l'aise, on peut changer de professionnel de santé. Et je pense que assez rapidement, on peut voir qui on a en face de soi en tant que médecin ou psychologue. Et il faut le dire, parce que c'est déjà un matériau de travail pour le psychiatre et pour le psychologue de dire « Bonjour, vous savez, c'est très difficile pour moi d'être venu aujourd'hui. Je sens que je vais pas bien, je sais pas dire exactement ce que c'est, mais pour moi, c'est déjà... je suis pas à l'aise d'être en face de vous. » Et enfin, moi, quand j'étais psychiatre, c'est facile pour moi de repartir là-dessus et de travailler à partir de ça parce que déjà, on travaille sur du concret, on travaille sur la relation qui est là maintenant tout de suite et on n'est pas dans du storytelling de je sais pas quoi. Sur la question des solutions, peut-être un point déjà important parce qu'on est sur la question de la dépression. On a parlé de la question des antidépresseurs et des médicaments. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui existent aujourd'hui pour quelqu'un qui serait atteint de dépression, ou est-ce que c'est la seule solution qui existe ? Là, je vais vous donner une réponse populationnelle parce qu'en fait, il faudrait surtout pas que les gens qui nous écoutent pensent que je donne un conseil personnalisé. Bien sûr. Donc, la seule personne qui puisse donner un conseil personnalisé, encore une fois, c'est votre médecin généraliste en première ligne et après, un psychiatre, voire le psychologue. Donc, la dépression, il y a des recommandations de pratiques cliniques au niveau national qui sont éditées par la Haute Autorité de Santé comme pour toutes les maladies et qui disent si la dépression est légère à modérée, on peut faire une psychothérapie en première ligne ou si c'est modéré à sévère, on commence par un antidépresseur. Et évidemment, on peut faire ceinture et bretelles pour ceux qui peuvent se le permettre ou qui peuvent. La psychothérapie, pourquoi on la met sur les dépressions légères à modérées ? C'est parce qu'il faut quand même avoir une petite bande passante, un petit temps de cerveau disponible pour entrer dans le travail psychothérapeutique, qui n'est pas simple. Quand on est en état de dépression sévère, on n'arrive plus à aligner de pensée, c'est compliqué au départ, et en fait, le médicament va aider à se remettre suffisamment sur pied pour pouvoir potentiellement commencer un travail psychothérapeutique derrière. Et ce travail psychothérapeutique, il doit être structuré. Il doit avoir un objectif qui est dit entre le psychologue et son patient. C'est pas on y va et on discute. Voilà, ça doit faire. Voilà, il doit y avoir. C'est un soin, et c'est un soin qui doit être consenti et partagé par les deux professionnels. Et là, on parle de la question des soins. Il y a la question aussi de la prévention. On parlait tout à l'heure de la question de la pédopsychiatrie et du manque de moyens dans un certain nombre de situations. J'avais interviewé Emmanuel Macron il y a 1 an et demi, notamment sur ce sujet-là, et plusieurs études qui montraient que,
en France, on manque en fait dans un certain nombre de situations, que ce soit dans des écoles ou autres, de psychologues notamment qui peuvent être présents pour justement faire parfois de la prévention sur ces éléments-là et faire face à ça. Mais quand on parle de prévention, il y a aussi, on entend tout un tas de choses sur faire telle chose, ça peut limiter les risques de dépression, et ça va de faire du sport, méditer, il y en a sûrement d'autres que j'ai pas en tête, manger telle ou telle chose, je sais pas. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur ça? Alors, en fait, il faut voir qu'il n'y a pas tant d'études très solides sur la prévention de la dépression. Que c'est un sujet assez neuf pour l'épidémiologie de se poser la question des facteurs protecteurs de dépression. Déjà, ce qu'on sait, c'est que les principaux conseils de santé, tout court, seront bons pour la santé mentale. Donc, quand on vous dit... Une forme de lien entre le... Ouais. non, c'est totalement la même chose. Oui. C'est juste qu'on a choisi arbitrairement de séparer santé physique et santé mentale. Mais en fond, c'est de la santé. Donc, tout ce qui est bon pour votre corps est bon pour votre esprit parce qu'en fait, cette dichotomie est totalement artificielle. Et donc, quand on dit manger 5 fruits et légumes, avoir de l'activité physique adaptée en fait, à votre état de santé, etc. Oui, c'est bon pour la santé mentale aussi. Dormir, éviter les toxiques. Enfin, voilà, des choses qui sont en aucun cas des scoops. Mais en fait, les appliquer, c'est très difficile. Parce que les modes de vie nous contraignent parfois à nous coucher très tard et à prendre 95 cafés le lendemain pour arriver à tenir, etc. Et ça, il faut savoir quand on fait ça, il faut en être totalement conscient, il faut se dire, il va falloir que je me prenne un temps pour rattraper cette dette de sommeil. Parce qu'au bout d'un moment, la dette de sommeil, elle ne va pas pardonner ni sur le système cardiovasculaire. On a fait une vidéo sur le sommeil, effectivement, on parlait de ça. Ouais. Mais le sommeil va avoir un impact, bien sûr, sur la santé mentale, mais sur le système cardiovasculaire, le système inflammatoire, etc. Donc, si vous voulez cultiver une bonne santé mentale, il faut appliquer les conseils de santé sur l'activité physique adaptée. Il ne s'agit pas d'être marathonien. Il faut manger équilibré avec des aliments qui sont qualitatifs en termes de nutriments, parce que si c'est la forme d'une tomate mais qu'en fait il n'y a pas de vitamines dedans, ça ne sert à pas grand chose. Et et c'est vrai qu'il y a un domaine où il y a des études qui sont faites, c'est-à-dire nutrition et psychiatrie. Donc il y a aussi beaucoup d'opportunités de se faire de l'argent là-dedans. Donc il y a des gens qui s'y engouffrent et qui vendent très très cher des vitamines qu'on peut trouver pas cher en pharmacie. Mais des solutions miracles en disant c'est ça qui va vous aider. Mais je pense que ça c'est comme tout pour la santé, il n'y a jamais de solution miracle. Et les personnes qui essaient de vous dire si tu fais ça, alors tu iras bien, il faut s'en méfier absolument parce que c'est souvent de l'abus en fait de personnes vulnérables. Ce que je peux vous dire en tant que chercheuse en épidémiologie, c'est que tout est multifactoriel et que même si un jour vous décidez de manger McDo pendant une semaine, vous n'allez pas tomber en dépression la semaine d'après. Mais c'est quand même très mauvais pour votre santé à moyen et long terme. Donc l'idée c'est penser sa santé d'une façon globale. Ce qui est bon pour votre corps et la même chose pour votre esprit. Donc, en 1, le sommeil. En 2, l'alimentation. En 3, l'activité physique. Et en 4, éviter les toxiques. Ne mettez pas dans votre corps ce que vous ne projetteriez pas sur votre canapé. Question qui revient. Non, mais je pense que le lien effectivement entre santé physique et santé mentale est quand même important parce qu'on a tendance à les distinguer et je l'ai fait moi-même au début de l'échange alors qu'il y a quand même beaucoup de liens. En fait, ça rajoute encore des trucs sur la to-do list alors que c'est la même. C'est vrai, complètement. Je mangeais 5 fruits pour la santé mentale et après 5 fruits pour la santé physique. Sur la question, pareil, les questions qui peuvent revenir souvent, on approche de la fin, mais là, je me mets à la place d'un jeune ou moins jeune encore une fois, mais qui potentiellement veut dire ok, santé psy étudiant, ça je veux le faire, ça peut m'aider. Il me semble que c'est quelque chose qui me met en relation directement avec un psychologue. Mais supposons que c'est quelqu'un qui n'est pas étudiant ou qui n'a pas accès à ça, d'une raison ou une autre. Une question qui revient souvent, c'est comment est-ce que je trouve un psy là, je parle plus d'un psychologue en l'occurrence, mais comment est-ce que je trouve un psy qui peut coller avec moi? Et si ça se passe mal, moi j'ai plein de personnes dans mon entourage à qui il y a eu un rendez-vous avec un psy. Avec cette personne-là, ça s'est pas forcément bien passé, mais pour une raison ou une autre. Et donc, elle a fini par voir une autre personne. Comment est-ce qu'on fait? Enfin, il y a un truc très concret je pense que plein de gens se demandent où est-ce que je trouve un ou une psy parce que comment ça marche? C'est pas simple parce que effectivement, on va pas voir un psy comme on va voir un pneumologue en fait. Beaucoup de gens vont dire bon, mon médecin est pas sympa, mais enfin il me soigne bien. Alors que c'est vrai qu'on a tendance à attendre du psy qui soit un peu sympa. Après,
Ça dépend des personnalités. Moi, j'aurais envie de dire, même si mon psy n'est pas super sympa, s'il me soigne, à la fin, c'est quand même ce que je cherche. Ouais. Donc, il faut vraiment bien se demander, c'est pas censé être votre pote non plus. Il faut que vous soyez suffisamment à l'aise et que la personne vous mette à l'aise, soit à votre écoute, respectueuse, évidemment. Il y a eu beaucoup d'abus. Non, mais il y a des violences sexuelles et sexistes, etc. Il faut vraiment les dénoncer, c'est important. Donc, mais là, je dis, il faut pas confondre la relation avec un psy avec la relation avec un ami. Et pareil, il faut pas prendre ses amis pour des psys non plus. En général, on n'a plus beaucoup d'amis au bout d'un moment. Donc voilà. Donc évidemment, il faut que ça matche bien. Les psys ne sont pas des machines. Peut-être que ce jour-là, ça s'est mal passé parce que lui-même, le psy, était dépassé par la fatigue, par les émotions, par plein de choses. Je dirais, sauf s'il y a vraiment une catastrophe à la première séance. La personne est froide, elle vous parle pas, elle vous écoute pas, elle fait autre chose, elle dit voilà. Donc là, faut pas retourner. Mais si ça s'est pas très bien passé, etc., peut-être il faut se dire, est-ce que j'avais pas des attentes magiques? Faut donner la chance, 2, 3 séances, voir comment ça bouge. La personne en face, encore une fois, n'est pas une machine. Et ensuite, se faire son avis et se dire, je continue là ou je vais ailleurs. Parler avec d'autres gens autour de vous qui ont des psys pour voir comment ça se passe, pour comparer les expériences. Parlez-en à votre médecin traitant, si vous avez confiance en lui, il pourra aussi vous dire si le comportement du psychologue est normal ou pas. Et puis, les professionnels de santé, en général, ont leur propre réseau. Donc, parmi les différents professionnels de santé que vous voyez, vous pouvez demander s'il y a un réseau. Il y a un site que moi j'aime bien, qui est le site de l'Association française de thérapie comportementale et cognitive, où vous rentrez votre adresse, ça vous donne des thérapeutes qui sont formés à ce style de psychothérapie, et puis ça vous permet de trouver quelqu'un près de chez vous. Parce que globalement, mon conseil, soit vous avez accès à la star de la psychologie, vous pouvez vous permettre de faire 50 km, ou alors vous êtes en province. Ouais. Mais si vous êtes dans des grandes villes ou dans des moyennes villes, en fait, comme ça va être quand même des rendez-vous un peu réguliers, peut-être une fois par semaine au départ, et puis une fois tous les 15 jours. Vous rajoutez pas la galère de faire 1 heure de route. Voilà, parce que la motivation, quand on n'est pas bien, c'est dur de se dire, là, je vais sortir de chez moi, aller faire l'effort d'aller voir quelqu'un pour me mettre en difficulté émotionnelle, parce que la psychothérapie, c'est pas facile, il faut bosser, c'est comme aller à la salle de sport, quoi. C'est pas forcément agréable, une séance de psy. Et donc, si vous prenez un truc qui c'est galère, c'est loin, ça va, voilà. En fait, on fait pas, et donc du coup, ça peut pas marcher. Dernière question, sur la question de l'entourage, on en a assez peu parlé, mais quelqu'un soupçonne un ami, un copain, une copine, un collègue, je sais pas, son père, son fils, je sais pas. D'être en dépression ou qui présente certains symptômes, où on se pose des questions, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, vous avez dit à la fin son fils. Je rappelle que quand on est parent, c'est un devoir de prendre soin de la santé de son enfant. Donc si on pense que son enfant est en dépression, ou si on en entend son enfant avoir des propos suicidaires, on va chez le médecin. Il n'y a pas à se poser de questions, à se dire « Oh, c'était peut-être une petite blague ou je ne sais pas quoi. » Ou elle a exagéré, ou a minimisé il y a comme des ça, enfants, il y a des enfants et des adolescents, y compris des enfants de moins de 10 ans, qui décèdent par suicide. Donc ce n'est pas à prendre à la légère. Et en tant que parent, on a le devoir de soigner son enfant. Et les proches de la famille, d'autres adultes de la famille doivent le dire aux parents et peuvent aussi, les grands-parents, etc., dire il faut qu'on l'emmène chez un médecin pour se faire soigner. Si c'est un ami, un proche, un frère, une sœur, là, si on pense que la personne va mal, il faut lui dire. Il faut lui dire, écoute, j'ai l'impression que ça va moins bien depuis quelque temps. Comment tu te sens ? Donc, il faut laisser l'espace à la personne de dire qu'elle va pas bien. Soit la personne, vous avez fait cette ouverture, du coup, elle la prend, elle saisit la main que vous tendez. Et là, il faut être prêt à écouter des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Ça veut dire qu'il ne faut pas falloir, si la personne dit, ah bah oui, ça va pas du tout en ce moment, etc., il ne faut pas dire, ah, mais non, ça va aller parce qu'on ne sait plus quoi faire. Là, en fait, vous avez aggravé la situation. Donc, il faut dire, ah, mais peut-être qu'il faudrait que tu en parles à ton médecin traitant. Est-ce que tu veux que je t'aide à prendre rendez-vous ? Est-ce que tu veux que je t'accompagne ? Est-ce que tu veux qu'on aille voir le psychologue scolaire ou de la fac, ou il y a ce numéro qui existe, le 3114, tu m'as parlé de suicide, on peut peut-être appeler ensemble, etc. Donc en fait, il faut accompagner la personne dans la démarche de soin. Vous n'êtes pas soignant, vous ne pourrez pas soigner la personne. Par contre, vous pouvez l'aider à faire le pas jusqu'à la personne ressource. Et c'est ça qui est très important. Et on ne vous demande pas de savoir la consoler. Quand les gens vont mal à cause de troubles psychiatriques, ils sont inconsolables.
Et c'est pour ça que c'est une maladie. On vous demande juste d'être présent et de les amener jusqu'à la porte de la consultation, de donner le bon numéro, etc. Très intéressant. Est-ce que je peux juste faire Ouais, bien sûr. un appel? Je conduis une grande étude qui s'appelle Compare, qui vise à suivre des gens sur plusieurs années de leur vie grâce à des questionnaires sur Internet. Donc, il n'y a pas besoin de se déplacer, il n'y a pas besoin de payer, tout est gratuit. Et l'idée, c'est d'arriver à mieux comprendre l'expérience vécue des troubles psychiques. Donc, si vous avez déjà vécu un problème psychique, ça peut être de la dépression, de l'anxiété, de l'anorexie mentale, même des troubles du comportement alimentaire, binge, problèmes avec des substances, du cannabis, la cigarette, etc. Vous pouvez vous inscrire sur compare.php.fr. On mettra le lien. Ouais. Voilà, vous répondez à des questionnaires, ça peut être soit tous les mois, soit tous les 3-4 mois en fonction de ce que vous déclarez. Et vous pouvez être guéri en ce moment ou en rémission où ça va très bien. Nous, ce qui compte, c'est qu'on ait de suivre sur le long cours pour voir justement les trajectoires de vie, qui va rechuter. Donc, par exemple, si vous avez là 20 ans, vous avez fait une dépression à 15 ans, vous pouvez vous inscrire. Et en répondant tous les ans, nous, on pourra justement répondre à plein de questions données pour lesquelles vous dites « je n'ai pas de réponse ». Parce que justement, ces choses-là ont été faites, par exemple, pour la cardiologie dans les années 50, mais jamais pour la psychiatrie. Merci beaucoup merci à vous. Votre temps. On a parlé pendant un bon moment et alors c'est un sujet forcément qui est grave, qui est un sujet qui est sérieux, mais je pense qu'on a la chance d'être très suivi sur la chaîne et c'est intéressant de pouvoir aborder ces sujets-là et de poser un maximum de questions que les gens peuvent se poser au quotidien sur ces sujets-là. Alors, on a essayé de mêler une dimension individuelle et une dimension plus large à l'échelle de la société. On mettra aussi tout un tas de liens, etc. en description. Merci beaucoup. Mais de rien. Et merci à vous encore une fois pour votre temps.